Merci. Donc, bonsoir à tous. Merci Philippe et Corinne déjà pour l'invitation. Très gentil de votre part. Donc, effectivement, ce dont je vais vous parler aujourd'hui est tiré de quelque chose qui date un petit peu maintenant, ma thèse de doctorat, qui a été soutenue à la toute fin de l'année 2005. On parlait du lien avec le monde socio-économique à l'époque. Mais moi, j'ai eu la chance pour ma thèse de bénéficier d'un financement CIFRE, qu'on appelle donc une convention industrielle de formation et de recherche. Et ma thèse, en fait, consacrée aux AOC fromagères, a été financée par le CNIEL à Paris, l'interprofession laitière nationale, qui rassemble les trois grandes familles professionnelles de la filière laitière française, les industriels, les coopératives et les producteurs de lait. Voilà, donc une question liée effectivement à l'ancrage territorial de ces filières AOC fromagères, avec comme problématique, on va dire, l'impact, pour faire simple, on va dire, quels sont les bénéfices induits par la présence d'une AOC en termes économiques et sur un territoire donné. Voilà. Donc, effectivement, géographe, Philippe l'a dit. Je ne vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas, donc un historien. Donc, ce que je vous propose ici est un éclairage. C'est pas vraiment un résultat fondamental direct de ma thèse. C'est pas non plus un sous-produit. C'est quand même quelque chose qui a son importance. Mais voilà, c'est la réflexion d'un géographe qui a souhaité mettre en place une approche historique sur un des résultats en fait de son travail. Donc j'ai été amené à travailler sur 4 terrains d'études pour mon travail de thèse. Donc 4 régions qui concentraient un certain nombre d'AOC fromagères, chacune les siennes évidemment. Donc en Basse-Normandie où on avait 3 AOC, Camembert de Normandie, Pont-l'Évêque et Livarot. Les Savoies, donc ce qu'on peut appeler les Alpes du Nord, on va dire, avec les principales AOC que sont le Reblochon et le Beaufort. Il y avait le terrain que j'ai appelé, qu'on a toujours eu du mal à nommer, qui était le Sud-Aveyron, on va dire, donc où le Roquefort était l'AOC, la seule et unique AOC. Et puis un terrain qu'on a moins l'habitude de connaître quand on parle d'un terrain qui s'appelle Centre, qui fait référence à la région Centre, et non pas au Massif central et aux AOC d'Auvergne, mais qui concentre 5 appellations d'origine contrôlée de fromage de chèvre, dont le crottin de Chavignol, dont le Sainte-Maure de Touraine. Voilà, donc l'idée était d'avoir des terrains les plus diversifiés possibles en termes de contexte géographique, en termes de type de produits, de type de technologie et de type d'activité agricole. Voilà. Parmi les demandes formulées par la profession par rapport à ce travail de thèse, il y avait la question de l'impact en termes d'emploi. Qu'est-ce que ça pèse finalement en termes d'emploi que ces AOC fromagères? Donc les chiffres que je vous propose ici datent de 2004 et je m'en excuse, mais c'est de là que part ma réflexion, en fait, celle dont je souhaite vous faire part aujourd'hui. Donc l'idée en fait était de montrer combien d'emplois représentaient ces activités AOC, ces entreprises d'appellation d'origine, dans chacun des terrains, et d'essayer finalement de voir qu'est-ce que ça pèse à une échelle plus large par rapport aux emplois laitiers de chacune des régions, aux emplois agroalimentaires de chacune des régions, et puis pour finir aux emplois industriels au niveau de chacune des régions. Donc essayer d'avoir des ordres de grandeur un petit peu quantitatifs sur ces différents éclairages. Donc c'est pas forcément un tableau facile à lire, mais en gros ce qu'on peut montrer c'est que dans le Sud-Aveyron, bien, les emplois liés à la AOC Roquefort, donc les emplois des 7 entreprises aujourd'hui qui constituent la filière, représentaient à l'époque 47%, quasiment un emploi sur deux, des emplois agroalimentaires, laitiers de la région Midi-Pyrénées. On avait extrapolé à la région Midi-Pyrénées parce que c'est là qu'on avait les données un petit peu générales. Voilà, pour souligner un peu le caractère important de l'activité au niveau de la filière Roquefort. Donc après, il y a eu des éclairages plus locaux qui permettaient d'avoir des éléments plus intéressants à voir. Mais voilà le point de départ donc, de ce travail. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça a été un travail de construction très important parce que les données n'existaient pas. Donc il a fallu vraiment faire AOC par AOC, recenser entreprise par entreprise le nombre d'emplois, en essayant de déterminer si les emplois étaient vraiment liés à la présence d'une AOC, et ensuite extrapoler ça à des échelles où on avait des données un peu plus générales. Quoi qu'il en soit, l'idée ensuite était de montrer, de vous expliquer ici que les chiffres qu'on trouve ici, aussi modestes soient-ils en fonction de l'éclairage qu'on donne, sont issus d'une histoire, sont issus de trajectoires productives spécifiques, et c'est finalement là-dessus que moi je souhaite insister ici. Et pour avoir discuté avec pas mal de professionnels finalement dans ces différentes filières, on peut mettre en évidence deux types de produits, deux types de protections juridiques finalement par rapport à ces AOC fromagères. Des protections que j'ai appelées partielles,
où en fait la dénomination du produit, la dénomination AOC, va cohabiter avec un produit générique, à la dénomination proche. Alors le camembert de Normandie, par exemple, qui est une AOC, cohabite avec le camembert, qui lui est une dénomination générique tombée dans le domaine public. C'est le même cas pour le crottin de Chavignols, où le crottin est un terme générique, ou pour le Sainte-Maure de Touraine, où le Sainte-Maure est quant à lui aussi un terme générique. Donc des protections partielles qui s'opposent, quelque part, à des protections que j'ai qualifiées d'intégrales, où en fait, là, on a un nom, une dénomination, seule, unique et indivisible, donc Roquefort, Roblechon, Beaufort. Pas question de parler du Roquefort d'Aveyron, de Beaufort de Savoie, par exemple, ça c'est nul et non avenu de ce point de vue-là. Et en fait, ces deux types de protections juridiques sont issus bien évidemment d'une histoire législative, juridique, judiciaire parfois, et va conditionner finalement, une fois cette période de protection mise en œuvre, ça dépend où est-ce qu'on se situe, si on est dans les années 30, 50 effectivement, mais ça va conditionner toute l'activité productive d'une filière, toute la capacité de la filière à fixer l'activité sur son territoire, et ça va finalement conditionner aussi la mise en marché de ces produits. Donc pour concrétiser un peu ces éléments-là, j'ai voulu souhaiter zoomer un petit peu sur un cas qu'on a déjà évoqué rapidement tout à l'heure, que M. Gauthier, je crois, a évoqué rapidement tout à l'heure, donc le cas du camembert de Normandie, qui est un cas d'école, effectivement, de ce point de vue-là. Donc la légende qui attribuerait à Marie Harel la paternité du camembert de Normandie en 1791, elle aurait caché chez elle un prêtre réfractaire pendant la période de trouble de la Révolution, prêtre qui lui aurait enseigné la technologie du camembert, proche de celle du brie. Bon, voilà, ça reste une légende, puisque des premiers écrits, là je parle sous le contrôle d'historiens qui seraient plus spécialistes de moi, mais des premiers écrits évoquent ce produit dès le tout début du XVIIIe siècle, en fait. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est la diffusion et le développement très important de la production de camembert, d'abord dans toute la Normandie, à partir du milieu du XIXe siècle, notamment avec le développement du chemin de fer et puis de l'accès au marché parisien, ça reste très très important bien entendu, et avec une industrialisation relativement précoce du produit, qui amène finalement les acteurs normands de la fabrication du camembert à créer un syndicat en 1909, donc le syndicat des fabricants du véritable camembert de Normandie, avec comme objectif d'essayer de préserver leur rente, leurs ressources de ce point de vue-là. Alors qu'à cette époque, le camembert, victime de son succès, entre guillemets, se développe dans les pays de Loire, se développe en Poitou-Charentes, se développe dans la région centre, donc il y a une production de camembert de plus en plus importante. En 1926, les producteurs industriels de Normandie déposent plainte contre une fromagerie située en Indre-et-Loire pour une utilisation qu'ils jugent abusive du terme camembert. Mais ce jour-là, ils perdent malheureusement, pour eux en tout cas, leur procès. Ce qui fait qu'à cette date-là, cette date est importante pour le camembert, puisque le terme camembert va tomber dans le domaine public. Camembert qui est au départ une commune située dans la région Normandie, je le rappelle malgré tout. Donc en fait, ce qui ne va faire qu'accroître la diffusion spatiale du produit, et avec la Lorraine qui va devenir la région finalement leader en termes quantitatifs par rapport à la production de camembert, à partir des années 40 et 50. On va assister ensuite, avec la pasteurisation qui arrive, à un recentrage de la production, malgré tout, sur la Normandie, la région Normandie au sens large, où dans les années 80, la région Normandie va représenter environ les 2/3 de la production nationale de camembert. Donc ça, je passe les détails sur le pourquoi de ce recentrage, mais en tout cas, on assiste dans les années 70 à un recentrage de la production. Et finalement, c'est en 1968, que les membres du syndicat des fabricants du véritable camembert de Normandie font le dépôt d'une marque en 1968, donc ce fameux camembert fabriqué en Normandie, qui est en quelque sorte leur volonté de se différencier par rapport à la production de camembert, qu'elle soit nationale et de plus en plus internationale, puisque c'est à cette époque aussi que du camembert commence à se fabriquer un peu partout hors de France. Voilà. Et finalement, je conclus cette histoire avec 1983, où les acteurs toujours industriels normands, bas normands notamment, vont obtenir l'appellation d'origine contrôlée qui, elle, va s'appeler camembert de Normandie, puisqu'il n'était pas question de l'appeler camembert tout court, bien entendu, qu'il n'était pas question de l'appeler camembert fabriqué en Normandie, mais donc on a trouvé camembert de Normandie, notamment pour faire valoir le fait qu'il y avait deux éléments de différenciation principaux, le lait cru
et puis le fait qu'on avait un moulage à la louche. Voilà, donc c'était à l'époque les deux éléments distinctifs du camembert de Normandie. Voilà, une histoire tout à fait particulière, unique en son genre, en tout cas en France, ce qui fait que finalement on a une fusée à 3 étages, aujourd'hui encore, donc ça conditionne la production et le marché du camembert aujourd'hui, cette histoire. Donc on a le camembert générique défini dans le Codex Alimentarius par rapport à un taux de matière grasse, par rapport à un format de fromage, etc. etc. On a un camembert fabriqué en Normandie, qui va être lui uniquement fabriqué dans la région administrative de Normandie, avec les marques que l'on connaît, notamment la marque Président qui est la plus connue, et puis le camembert de Normandie AOC, donc, qui va lui constituer la segmentation lait cru par rapport à ce produit. J'ai pas des chiffres récents, mais les chiffres pour 2006-2007 étaient en gros les suivants. Le camembert générique tel qu'il existe en France aujourd'hui était aux alentours de 30 à 40 000 tonnes à peu près. Le camembert fabriqué en Normandie avoisinait les 90 000 tonnes. Et puis le camembert de Normandie AOC était aux alentours de 13 000. Voilà, c'est à peu près les éléments que j'ai. Donc une cohabitation entre trois produits de ce point de vue-là. Mais avec des limites dans les faits pas toujours très claires, puisque d'une part, le camembert de Normandie, censé être le plus traditionnel, il y avait beaucoup de réflexions sur la modernisation et sur des aspects technologiques. Est-ce qu'on peut robotiser ce fameux moulage à la louche, par exemple? Et en termes de marketing, il y avait aussi beaucoup d'innovation de ce point de vue-là. Et à l'inverse, un camembert fabriqué en Normandie, censé être plus industriel, plus moderne, mais qui, dans sa communication notamment, essayait de mobiliser des valeurs un peu plus traditionnelles. Le camembert de campagne, notamment Président, étant l'archétype d'une communication un peu plus terroir par rapport à un produit complètement industriel. Voilà, à la fin de ma thèse, le camembert AOC, le débat faisait rage sur le statut du lait cru. Voilà, était très fortement questionné, ça a été dit tout à l'heure. C'était finalement le seul élément de différenciation qui lui restait par rapport au camembert fabriqué en Normandie. Les industriels, les grands faiseurs de l'époque, qui étaient les marques, Lactalis bien entendu, toujours le même qu'à Société, les marques Lanctot et Le Petit, pointaient le coût très important des contrôles liés au lait cru et pointaient surtout la fragilité intrinsèque du produit en lait cru, du fait qu'on a un affinage très court, donc du fait de sa technologie particulière. Et donc souhaiter qu'on puisse assouplir le cahier des charges pour partir vers une thermisation, pas une pasteurisation, mais on va dire une pasteurisation light, une thermisation, pour s'assurer un petit peu une sécurité suffisante, peut-être à certaines époques de l'année plus que d'autres. Voilà. Donc il y a eu un gros débat à ce moment-là, et le lait cru a été questionné très fortement au niveau de l'AOC. Et puis la fin de l'histoire, c'est finalement en 2007, ce fameux industriel, Lactalis, au travers de ses marques Lanctot et Le Petit, plus la coopérative d'Isigny, qui était un autre faiseur important, ont quitté l'appellation pour pouvoir poursuivre leur production de camembert, mais cette fois-ci thermisé. Donc les marques Lanctot et Le Petit ont quitté l'appellation, donc il n'y a plus le logo AOC, pour pouvoir fabriquer du camembert thermisé. Donc l'AOC est resté finalement au lait cru. La conséquence, c'est que le tonnage, qui était de 13 000 tonnes, il a brusquement chuté à 5 000, puisque ces deux entreprises, plus la coopérative d'Isigny, représentaient les 8 000 tonnes, donc le différentiel de 8 000 tonnes. Voilà, et la dernière étape, c'est l'entreprise Le Petit qui a fermé ses portes récemment, du fait d'une baisse des ventes et du fait que il n'avait plus d'éléments de différenciation suffisants. Donc fermeture de l'usine. Voilà un peu le contexte camembert. Je voulais éclairer aussi de la même façon le cas du Saintemort de Touraine, de façon un peu plus rapide. Donc un fromage originaire de l'Indre-et-Loire, donc de la Touraine. La forme de bûche caractéristique apparaît au XIXe siècle, avec une montée en puissance de la notoriété du marché de Sainte-Maure, qui est donc une commune d'Indre-et-Loire. Notoriété du produit qui attise les convoitises d'industriels, situés notamment en Poitou-Charentes, puisque la production de lait de chèvre, elle était déjà très développée en Poitou-Charentes, et qui déposent eux-mêmes, ces gens de Poitou-Charentes, le terme Sainte-Maure. On est là en 1968, donc le terme Sainte-Maure est déposé par des industriels de Poitou-Charentes. Localement, qu'est-ce qui se passe à Sainte-Maure, du fait qu'on dépose le nom de leur commune? Pas grand-chose en fait, c'est un peu ça le paradoxe, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et il faudra attendre finalement 1980 et le dépôt d'un label régional qui va concerner le département de l'Indre-et-Loire dans son intégralité et les cantons limitrophes autour, pour avoir un semblant de réaction. L'AOC Sainte-Maure de Touraine sera quant à elle obtenue 10 ans plus tard, en 1990, mais pas par les gens de Sainte-Maure qui auraient été très, très désireux de protéger leur patrimoine finalement,
mais par des gens de l'Indre-et-Loire, mais qui n'étaient pas finalement localisés sur le canton de Sainte-Maure. Voilà, donc sur une technologie relativement proche d'un Sainte-Maure générique. Voilà, aujourd'hui, le Sainte-Maure, c'est 1500, le Sainte-Maure de Touraine AOC, c'est environ 1500 tonnes, qui pèse finalement pas si lourd que ça par rapport aux 6000 tonnes d'un Sainte-Maure générique qu'on peut trouver notamment en Poitou-Charentes, plus une quantité importante de fromage fermier, qui n'est pas toujours facile à évaluer, mais qu'on évaluait à l'époque, en tout cas, aux alentours de 4000 tonnes. L'innovation, on en parlait tout à l'heure de l'innovation, dans l'AOC Sainte-Maure de Touraine, on a réussi à trouver un élément quand même pour se différencier au niveau du produit. Donc ça reste possible en AOC, donc avec cette fameuse paille insérée à l'intérieur du fromage, sur lequel est gravé au laser finalement AOP Sainte-Maure de Touraine plus le nom du fabricant. Donc voilà, tous les fromages ne peuvent pas faire ça. Le Sainte-Maure, ils ont eu cette bonne idée finalement de pouvoir différencier leurs produits. Il y a eu la volonté aussi, lorsque j'étais en fin de thèse, la volonté des acteurs du Sainte-Maure se disait ce serait bien qu'on puisse rapatrier ce nom de Sainte-Maure, de le rapatrier donc, qui était tombé dans le domaine public, essayer de le rapatrier dans sa région d'origine, un peu comme a pu le faire le Valençay, qui était une autre AOC fromagère caprine de la zone, où le Valençay était un petit peu produit un petit peu partout, au-delà de la région de Valençay, mais où finalement les acteurs locaux de la filière AOC Valençay, qui est un fromage en forme de pyramide, ont réussi à rapatrier le nom et à éviter qu'on ait par exemple un Valençay de Touraine ou un Valençay du Berry. Donc ils ont réussi à protéger le nom. Ça n'a pas été possible et ça n'est pas possible aujourd'hui pour le Sainte-Maure de Touraine parce que le rapport de force est un peu trop déséquilibré, parce que la fuite du produit finalement est trop ancienne peut-être pour revenir en arrière. Voilà. Et à l'inverse donc de ces produits protection partielle, on a ces fameuses protections intégrales. Donc je ne vais pas détailler le Roquefort ici, Sylvie Var vous l'a expliqué bien mieux que ce que moi je pourrais faire de toute façon. Je m'intéresse moi ici au résultat. Le résultat c'est quoi? C'est que malgré les débats qu'il y a eu et malgré les conflits, les procès, etc., c'est le mot Roquefort qui a été protégé. Il n'a pas été question de protéger un Roquefort de l'Aveyron ou un Roquefort du Combalou ou un Roquefort d'Écosse du Larzac ou que sais-je. Donc je m'attache ici au résultat pour dire voilà, c'est le Roquefort, terme un et indivisible finalement, qui a été protégé. De la même façon, un autre élément important, c'est le reblochon. Alors là, c'est complètement différent. Le reblochon, c'est pas un nom de lieu. Le reblochon, c'est pas le nom d'une ville, c'est pas le nom d'un village, c'est pas le nom d'un lieu. Le reblochon, c'est une pratique. C'est une pratique qui renvoie à l'histoire, en fait, où les paysans, dans les alpages de Savoie et de Haute-Savoie, n'étaient pas propriétaires de leurs alpages, c'était des communautés religieuses qui étaient propriétaires. Et donc, en fait, ils devaient payer une redevance proportionnelle au lait fabriqué, finalement. Et donc, ils avaient tendance à pas traire entièrement leurs vaches, à pas traire entièrement leurs troupeaux. Et une fois que ces communautés religieuses avaient prélevé leur redevance, ils allaient retraire derrière. Et donc, le terme de reblocher en patois, ça signifiait retraire, resquiller, finalement. Et le lait qu'on avait récupéré par la suite, qui était très riche de ce point de vue-là, il fallait le faire disparaître tout de suite. Donc il fallait une technologie avec un caillage rapide. Et donc c'est comme ça qu'est née finalement la technologie du reblochon. Donc malgré le fait que le terme de reblochon soit tombé dans le domaine public en 1937 suite à un procès perdu, en 1968, les acteurs locaux ont été assez forts pour réussir à protéger le terme reblochon uniquement, et pas, comme on aurait pu le penser, reblochon de Savoie, en abandonnant finalement le terme reblochon à la France entière, voire au-delà. Donc on a affaire là aussi à une protection intégrale. Voilà, donc on a réfléchi pas mal avec un certain nombre de professionnels là-dessus, et là je m'étais amusé à refaire un classement du tonnage des AOC fromagères en 2014, pour montrer finalement que ces produits, ils sont issus d'une trajectoire historique, juridique, législative, judiciaire parfois, mais qui impactent finalement leur production. Et on s'aperçoit que les produits que j'ai mis en vert ici correspondent aux tonnages finalement les plus importants, et les tonnages les plus importants correspondent bien évidemment aux protections intégrales. Donc Comté, Reblochon, Roquefort, Cantal, Saint-Nectaire, Morbier, Münster, etc. Donc, pour l'anecdote, c'était quand même un élément important à noter. Il est bien évident qu'un Comté du Jura, ou qu'un Roquefort de l'Aveyron, ou qu'un Reblochon de Savoie n'aurait pas le même impact productif aujourd'hui, n'aurait pas la même ampleur productive, si ces termes de Comté, de Roquefort et de Reblochon étaient tombés à l'époque dans le domaine public, comme ça aurait pu être possible à certaines époques.
Donc finalement, la discussion qu'on avait avec le professionnel, c'était de dire, votre premier outil de développement d'un produit et de développement d'une région rurale agricole, c'est la dénomination que vous réussissez à donner et que vous donnez à votre produit. Donc voilà, ça conditionne le développement productif et ça conditionne aussi le marché de ces produits, bien évidemment, la mise en marché. Donc le camembert de Normandie aujourd'hui, peut-être avant de passer à ça, le camembert de Normandie AOC, il est coincé entre le camembert générique finalement et puis ce camembert fabriqué en Normandie qui a un statut un peu hybride, un peu bâtard entre les deux. Donc forcément, en termes de prix, de valorisation, c'est pas du tout la même chose quand il s'agit d'essayer de valoriser le lait au producteur. Donc c'est complètement différent. Et de la même façon qu'un Sainte-Maure de Touraine ou un Crottin de Chavignol, il y a le Sainte-Maure, il y a le Crottin qui sont des produits génériques avec lesquels il faut composer en termes de concurrence. Donc c'est pas du tout la même chose. Et je vous passerai sous silence aussi les éléments de confusion un peu qu'on peut trouver aussi localement quand sur la zone, quand on se balade dans les fermes, on a le produit AOC, Crottin de Chavignol, Sainte-Maure de Touraine, qui cohabitent avec des productions fermières de Crottin, de Sainte-Maure, etc. Donc en termes de visibilité, d'image, ça chagrine toujours un peu les acteurs du monde AOC. Voilà. Le fait d'être en production intégrale, comme je le disais, ne vous dispense pas de concurrence, bien évidemment. Donc j'avais évoqué ici le camembert de campagne, mais malgré tout, même quand on s'appelle Roquefort, on est confronté à de la concurrence. Le seul problème, c'est que voilà, pour essayer de concurrencer le Roquefort, on ne peut pas utiliser ce nom de Roquefort, donc on est obligé de faire un peu preuve d'imagination. Et c'est quoi? C'est ce fameux Saint-Agur, qui est un bleu de vache, excusez-moi, fait par un grand groupe industriel, concurrent. Mais pour l'anecdote, les gens de cette entreprise, de ce grand groupe, je ne vais pas citer parce que je ne me rappelle plus qui est-ce qui fait ça. Bref, aucune importance, mais ils se sont dit, bon alors, les défauts qu'on attribue souvent au Roquefort, c'est que c'est un peu fort en goût, c'est pas toujours facile à tartiner. Donc on va technologiquement réduire un peu ces deux problèmes, puis après on va y trouver un nom. Donc on a fouillé sur la carte dans l'Écosse et on a trouvé un petit bled, un tout petit lieu-dit qui s'appelle Agur. Tiens, allez, on va partir sur Saint-Agur, et puis voilà. Et donc on crée comme ça, avec un packaging un petit peu voisin, un concurrent du Roquefort avec des prix tout à fait comparables, Roquefort, malgré que les coûts de production soient pas forcément les mêmes. Mais on n'est pas sur un produit qui est 50% moins cher, par exemple. On est vraiment sur un produit qui se situe aussi sur un créneau un peu haut de gamme par rapport à ça. 2 minutes et j'ai fini. Voilà, donc le fait d'être en production intégrale, malgré tout, même si ça peut faciliter la vie, n'empêche pas la concurrence de ce point de vue-là. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus, donc pour montrer un peu que ces trajectoires historiques conditionnent aujourd'hui le développement de ces produits et conditionnent finalement la capacité de ces produits à fixer l'activité sur un territoire et à contribuer finalement à maintenir une activité agricole, puisque la finalité de mon travail à moi et de mon activité, de ma réflexion en tant que scientifique aujourd'hui par rapport à ces questions, c'est toujours ça. C'est toujours les bénéfices territoriaux induits par la présence d'un signe de qualité. Ça reste une question fondamentale parce que c'est ce qu'on demande à ces produits. Le fait d'avoir un signe de qualité, certes, c'est pour le consommateur, certes, c'est pour avoir de nouveaux marchés, mais la mission octroyée par le législateur à ces signes de qualité, c'est aussi le maintien d'une activité dans des zones rurales aujourd'hui. Donc ça, il ne faut pas l'oublier par rapport à un produit marketé. Il y a aussi cette mission qu'il faut impérativement prendre en compte. On évoquait la crise laitière, notamment aujourd'hui en France. Voilà, les signes de qualité ont une mission à remplir de ce point de vue-là, par rapport à la répartition de la valeur ajoutée, par rapport au prix payé aux producteurs. Donc ça reste un élément important. Et puis au niveau international, le statut de ces indications géographiques, il est toujours questionné aujourd'hui. Et donc ces dénominations doivent sans arrêt trouver des arguments pour montrer le bien fondé de leur démarche. Et donc l'argument territorial, il est selon moi toujours aussi d'actualité à mettre en avant. Et notamment à Roquefort, qui constitue aujourd'hui toujours et encore le poumon économique d'une région rurale fragile. Donc sans cette activité, aujourd'hui, il y aurait beaucoup moins d'exploitation agricole, il y aurait beaucoup moins de vie rurale, tout simplement. Voilà, merci de votre attention.